Super. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Déjà merci d'être là avec nous. On sait qu'il est un petit peu tard, donc c'est chouette qu'on soit encore assez, nombreux. Moi, je vais me présenter rapidement, donc je m'appelle, Camille et avec Agathe, on va vous parler ce soir des violences sexistes et sexuelles qui peuvent avoir lieu dans le monde professionnel et donc vous donner quelques outils, concrets pour les repérer, s'en protéger et en parler. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait un petit peu vous parler, de l'initiative Balance ton stage, qui est, une asso étudiante depuis une semaine maintenant, qui vise avant tout à sensibiliser et à former les étudiants et les étudiantes contre le sexisme en entreprise et notamment durant les stages étudiants. Donc l'initiative, elle est née, en janvier 2020, donc il y a pas si longtemps et à l'origine du projet, on est 3 étudiants de l'Amiens. Il y a aussi Simon, mais qui n'a pas pu être là, ce soir. On a tout d'abord commencé avec 2 enquêtes au sein de notre école, donc pour quantifier le phénomène et recueillir des témoignages. Et ces 2 enquêtes, finalement, elles nous ont servi à rédiger le petit manuel du sexisme en entreprise et comment combattre, que vous pouvez trouver dans notre bio Instagram. Donc aujourd'hui, le projet, il a énormément grandi et on travaille notamment à sa duplication dans un maximum d'écoles possibles. Donc voilà pour la brève introduction et je vais déjà laisser la parole à Agathe afin de rentrer dans le concret et commencer par un petit état des lieux. Merci beaucoup. Donc, oui, on souhaitait, avant toute chose, pour commencer, vous donner quelques définitions utiles. La première, forcément, donc, c'est la définition du sexisme. Donc, le sexisme, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude discriminatoire qui est fondée sur le sexe. Ça, c'est la définition qui est donnée dans le Larousse. Et en fait, le sexisme, il se manifeste sous des formes variées, plus ou moins explicitement. Par exemple, sont considérés comme sexistes certains actes physiques. Donc, on va parler par exemple d'attouchement, de viol, de féminicide, etc. Mais aussi certains actes verbaux. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier, comme des sifflements, des insultes à caractère sexiste ou sexuel, voire même des blagues. Certaines normes sociales aussi sont sexistes, par exemple pour les clichés, devoir être viril pour les hommes ou être tempéré pour les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes et les femmes sont concernés par le sexisme, mais les femmes sont beaucoup plus touchées par le sexisme que les hommes et souvent plus durement et donc différemment. Une fois qu'on a donné donc cette définition de ce que c'est que le sexisme, on voulait insister sur aussi la définition de ce que c'est qu'un agresseur. Souvent, on va se dire que l'agresseur, ça va être quelqu'un à l'origine d'une agression sexuelle ou d'un viol. Mais pas que. En fait, c'est toute personne qui va être à l'origine d'actes ou propos sexistes. Donc, on ne va pas forcément définir un agresseur seulement parce que c'est un pervers narcissique ou un tueur en série. La personne qui va être à l'origine, par exemple, d'un outrage sexiste, donc ça peut être une blague sexiste, va être considérée comme un agresseur. Ensuite, on voulait aussi insister sur la définition de ce que c'est qu'une victime. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ce n'est pas un gros mot. En fait, ça va concerner toute personne qui va subir une situation sexiste. Donc parfois, on pense que le mot de victime est trop extrême et trop injustifié. Et pourtant, c'est le mot qui est approprié donc, pour décrire toute personne qui subit une situation sexiste. Donc il faut parvenir à dédramatiser ce terme-là. Ensuite, être témoin, qu'est-ce que c'est? C'est toute personne qui a assisté de près ou de loin à la situation, ou toute personne en étant informée. Ça, on le verra plus tard, mais c'est très, très important de réagir quand on est témoin d'une situation de sexisme. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans notre enquête qu'on avait menée dans notre école, donc Lyon Business School en janvier. C'est que parfois, les témoins ont tendance, et voire souvent, à ignorer en fait les comportements dont d'autres personnes peuvent être victimes. Et en fait, on a distingué deux sortes d'ignorance. La première, ça va être l'ignorance volontaire. Ça veut dire que le témoin, en fait, il va voir ce qui s'est passé, il va être conscient de ce qui s'est passé, mais il va faire le choix de ne pas réagir. Et s'il fait ça, en fait, il se rend en quelque sorte complice de ce qui s'est passé. Et même si vous avez peur, par exemple, en tant que témoin, d'aller voir la victime parce que vous pensez qu'elle ne va pas être à l'aise avec le fait que vous veniez lui parler, etc., il faut toujours savoir que en fait, elle va rarement mal réagir si vous venez pour l'aider. En fait, c'est très important de venir lui parler si vous voyez quelque chose. Et en fait, après cette ignorance volontaire, on a justement distingué l'ignorance involontaire. C'est-à-dire que certains témoins, en fait, ne vont pas être conscients de ce qu'ils voient. Ils ne vont pas savoir repérer les comportements sexistes. Et donc, à partir du moment où ils ne les repèrent pas, ils ne vont pas pouvoir les qualifier et donc venir en aide à la victime de sexisme. Donc, comment y remédier? Ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Camille
vous montrera comment repérer ces comportements-là. Pourquoi est-ce que c'est donc important de savoir tout ça, ces définitions-là? C'est parce que en fait, en connaissant les définitions, on sait ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et en fait, il y a d'autres définitions qu'il faut connaître. Et en fait, elles sont toutes présentes dans ce qu'on appelle la pyramide du sexisme. En fait, on va observer légalement l'existence d'une pyramide des violences qui vont de l'outrage au crime. Et en fait, ce qu'on a repéré, c'est que la banalisation en fait, du bas de la pyramide encourage la reproduction généralement des étages supérieurs de la pyramide. Donc, en fait, on va commencer par vous dire donc, ce que c'est qu'un outrage sexiste et sexuel. Donc, ça consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou qui l'expose à une situation intimidante, hostile ou offensante. Dans le cadre du travail, l'outrage sexiste, il est qualifié d'agissement sexiste. Donc, pour quelques exemples, ça va être des sifflements, ça va être des gestes ou des bruits obscènes, ça va être des questions intrusives sur la vie sexuelle, des commentaires dégradants sur l'apparence, parfois même des blagues. Car oui, une blague peut être considérée comme une blague sexiste si justement elle va remettre en question la dignité de la personne à laquelle elle est adressée. Un outrage sexiste, c'est punissable d'une amende qui peut aller jusqu'à 750 €. Et en fait, nous, au cours de notre enquête au sein de Lyon Business School, on a recueilli pas mal de témoignages d'étudiants et aussi à travers notre compte Instagram. Et on avait donc recueilli ce témoignage-là qui illustre bien ce que c'est qu'un outrage sexiste. Vous allez voir votre supérieur pour lui poser une question sur votre travail et celui-ci vous répond avec ses longues jambes, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Après l'outrage sexiste, on a donc l'exhibition sexuelle et le voyeurisme. Ça, c'est punissable d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc pareil, pour la petite illustration, on a recueilli un témoignage qui disait « Mon manager s'est mis à 4 pattes devant moi et a essuyé ses lunettes avec ma jupe ». Là, on parle de voyeurisme. Et le voyeurisme, ça consiste à user de tout moyen dans le but d'apercevoir les parties intimes d'une personne à son insu ou sans son consentement. Après ça, on a l'harcèlement moral et sexuel. Donc en fait, ce délit, parce que c'est un délit, consiste à imposer à une personne de façon répétée un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou qui l'expose à une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc en fait, ce qui est ici intéressant, c'est la répétition en fait, de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, l'harcèlement sexuel, c'est la répétition d'outrages sexistes. On a comme exemple, votre supérieur vous fait chaque jour des réflexions lourdes sur votre physique, du genre « Tiens, t'as bronzé ce week-end, je peux voir ta trace de bronzage ». Et le lendemain, par exemple, il va vous dire « T'as tes règles parce que tes seins sont beaucoup plus gros que d'habitude ». Ça, c'est punissable de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Après l'harcèlement moral et sexuel, on a l'agression sexuelle. Ça aussi, c'est un délit qui désigne tout acte sexuel sans pénétration commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, c'est-à-dire sans le consentement, et ça c'est très important, la notion de consentement clair et explicite de la victime. En fait, l'agression sexuelle, elle concerne 5 zones du corps. Il y a le sexe, il y a les fesses, les seins, les cuisses et la bouche. Une agression sexuelle, ça peut être un baiser forcé, ça peut être une main aux fesses, ça peut être une caresse sur la cuisse, ça peut être des attouchements. Et en fait, c'est punissable de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, y compris pour les tentatives d'agression. Donc, il n'y a pas besoin que ça ait été réalisé pour pouvoir qualifier la chose d'agression sexuelle. Et comme exemple ici, on voulait vous lire la citation suivante. C'est votre dernier jour de stage et à un moment, vous allez dans une pièce isolée. Un collègue entre, commence à être très proche de vous et finit par vous embrasser sur la bouche pour, entre guillemets, vous dire au revoir. Ensuite, après l'agression sexuelle, donc on va tout en haut de la pyramide et donc on a le viol. Donc c'est un crime qui désigne tout acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et ça, c'est punissable donc de 15 ans d'emprisonnement. Donc voilà, on tenait vraiment à vous donner justement donc cette pyramide du sexisme parce qu'en fait, en connaissant ces définitions-là, en sachant comment c'est par quoi c'est qualifié, ça vous permet de savoir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas,
et de pouvoir en fait mieux repérer ces comportements-là. Ce qu'il faut, savoir aussi, c'est on voulait parler aussi donc justement donc de la notion de sexisme au travail, parce que ce sexisme va se manifester d'une certaine manière au travail. Heu, le sexisme au travail, il concerne 80 des femmes et une femme sur 3 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le sexisme touche tout le monde, mais surtout les femmes et aussi, les stagiaires. Ça, c'est quelque chose qu'on a observé justement, à travers, notre enquête, qu'on a diffusée, d'abord auprès des étudiants de notre école et les résultats de cette enquête étaient assez frappants. Par exemple, 1 ou une étudiante sur 5 dit, avoir été victime de sexisme au cours de son stage en entreprise et 2 étudiants ou étudiantes sur 5 disent avoir été témoins de sexisme au cours de leur stage en entreprise. Donc le sexisme au travail touche aussi les stagiaires et en fait les touche aussi différemment. Nous on insiste souvent sur le rôle justement, enfin sur le statut justement précaire du stagiaire. C'est-à-dire que, généralement le stagiaire va avoir, peur de parler de ce qui lui est arrivé, va avoir honte de parler de ce qui lui est arrivé et en fait il va hésiter à aller en parler par exemple à son école ou à sa hiérarchie pour différentes raisons, comme par exemple la peur de ne pas valider son diplôme, la peur de ne pas être cru, la peur de ne pas pouvoir valider son stage, et cetera, et cetera. Donc, ce phénomène, qui est que les stagiaires généralement, ne vont pas en parler, il peut être illustré par, différents chiffres qu'on a aussi, recueillis au cours de notre enquête. C'est que, par exemple, 22 seulement des stagiaires vont en parler à leur hiérarchie, ou un référent, sexisme, parce que le référent sexisme, il est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 250 employés. 0 des étudiants en stage victimes de sexisme en entreprise ont porté plainte et 5 seulement ont alerté l'école. Ce que ces chiffres montrent, c'est que les stagiaires hésitent, souvent à aller en parler. Or, c'est, la première étape justement pour faire, changer ces comportements-là et pour faire changer les mentalités. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Camille justement pour, qui va développer comment repérer les situations, de sexisme. Merci. Maintenant, je vais décortiquer avec vous les différents contextes d'entreprise qui peuvent parfois favoriser des situations et qui vont donc pouvoir agir comme des signaux d'alerte en quelque sorte, qui peuvent vous aider à prendre conscience que oui, vous faites bel et bien face à une situation de sexisme. Ce sont les premiers outils, pour vous aider à repérer les actes et les propos sexistes que malheureusement toujours conscients. Soit parce que ce sexisme-là, il peut être dissimulé ou aussi parce que, on a tellement intégré ce sexisme au cours de notre vie quotidienne et depuis toujours, au sein de notre société qu'on ne défend pas compte. Donc déjà, je voulais souligner avec vous, les enjeux de pouvoir. Les enjeux de pouvoir, c'est bien sûr un paramètre qui est inévitable, enfin qui est dans toutes les entreprises, dans toutes les formes d'entreprises, mais qui se traduit et se manifeste différemment et heureusement d'ailleurs. Donc il faut notamment savoir, s'en protéger lorsque un ou une supérieure hiérarchique va profiter explicitement de sa position ou de son influence au sein de l'entreprise pour s'en prendre, au sexe opposé. Donc souvent la victime va se retrouver en position d'infériorité du fait de son âge, ou de son expérience professionnelle, hein. C'est surtout le cas, dans le cadre, du stage. Tandis que l'agresseur, lui, va pouvoir, se croire hors d'atteinte du fait de sa position dans l'entreprise. C'est notamment ce qu'illustre cette citation. Donc ça, c'est une citation qui est issue d'un témoignage qu'on a récolté lors de notre enquête, au sein de l'EM Lyon. Je n'ai pas osé en parler car le mec en question faisait un peu la pluie et le beau temps dans l'entreprise. J'avais trop peur qu'il me décommande. Ces gens-là profitent clairement de leur position. Donc là, ça illustre bien ce que je disais et chez la victime et surtout en tant que stagiaire qui a un statut souvent précaire, comme disait Agathe, ça peut se témoigner souvent par de la peur de se faire licencier ou décommander, ou même de mettre sa carrière professionnelle en péril. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, on vous rassure, il y a des exemples à l'EM Lyon, de personnes qui ont réussi à alerter, les ressources humaines ou un référent ou à en parler à un collègue et pour qui ça s'est très bien passé, à qui on a confié d'autres missions, on a changé de tuteur de stage ou bien qui a trouvé un autre stage, par ailleurs. Ensuite, je voulais également, vous présenter des comportements types. Ouais, merci. Donc, nous, on a relevé 4 comportements types dans notre enquête qui sont, des comportements qui sont facilement identifiables
qui agissent, comme je disais tout à l'heure, comme des signaux d'alerte, qui vous annoncent en quelque sorte que vous êtes bel et bien, face à du sexisme. Donc ils sont assez faciles à repérer. Tout d'abord, il y a les commentaires sur le physique. C'est ce que disait Agathe, c'est une citation aussi qu'on a recueillie lors de notre enquête. Le collègue qui va dire à une femme, bah alors, tu as tes règles en ce moment parce que tes seins sont beaucoup plus gros que d'habitude. Donc ça, c'est ce style de remarques qui, en fait, qui est véritablement du sexisme. Il y a également l'introduction, dans la vie privée. Ça peut être des questions, notamment à caractère sexuel. Nous, il y a eu beaucoup de cas de stagiaires à qui on avait demandé, notamment des femmes, si elles avaient déjà couché avec des garçons, si elles étaient en couple, si elles aimaient les hommes matures. Donc là aussi, ça rentre dans le cadre du sexisme. Il y a imposer des contacts physiques, bien sûr. Là, une fois de plus, on a eu beaucoup de cas d'étudiantes qui nous ont dit qu'elles avaient eu, ces fameuses, mains sur la nuque, les hanches, voire plus grave, hein, parce qu'on a recueilli également des cas d'agression sexuelle. Ça, une fois de plus, c'est du sexisme. Comme disait Agathe, ça rentre souvent dans le cadre d'une agression sexuelle, quand c'est dans les 5 zones qui sont concernées. Et enfin, il y a remettre en question la légitimité des femmes. Ça peut être des blagues ou des clichés. On a souvent entendu elle n'est pas là pour ses compétences ou elle a sûrement dû passer sous le bureau pour avoir ce poste. Une fois de plus, c'est des choses qui sont faciles à remarquer et qui rentrent dans le cadre du sexisme. Donc, c'est ces petits comportements-là que vous pouvez identifier et qui vont vous aider à réaliser que, en fait, ce pas des choses qui sont acceptables et que vous êtes bel et bien, c'est une situation de sexisme, que ça peut correspondre à de l'outrage sexiste, à de l'harcèlement sexuel si c'est répété ou à des agressions sexuelles. Ensuite, on voulait parler d'isolement. Donc ici, on forme d'isolement qu'on a pu repérer lors de notre enquête. Il y a déjà l'isolement physique, l'isolement forcé de la victime dans une autre pièce, par exemple, pour l'éloigner de potentiels témoins. Et on distingue également l'isolement de la victime du fait de la structure. C'est souvent, on le relie souvent à l'absence de ressources humaines ou de références sexistes qui sont uniquement obligatoires dans les entreprises de plus de 250 salariés. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir personne à qui on va vraiment pouvoir signaler l'événement. Ça peut également avoir lieu dans les entreprises dans lesquelles il y a très peu de salariés, de collègues à qui se confier, notamment des collègues du même sexe que soi. Donc, je voulais vous lire ces deux citations qui illustrent aussi ces deux formes d'isolement. Un jour, je vais dans la réserve. Une réserve, c'est fermé pour me dire au revoir. Sauf que pour me dire au revoir, il m'a embrassée sur la dans le cadre d'une agression sexuelle avec un isolement qui est physique, forcé. Et puis, il y a la deuxième forme d'isolement. L'entreprise dans laquelle j'étais était une start-up et on n'avait pas de RH. Dans la branche où j'étais, on n'était que trois. Il n'y avait qu'une seule personne que je voyais tous les jours, mon managing director. C'est avec lui que ça s'est mal passé. Il n'y avait personne pour surveiller, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et enfin, il y a aussi la victime qui peut finalement s'isoler elle-même hein, si elle n'a personne à qui en parler ou ne sait pas comment en parler parce qu'elle peut avoir peur ou avoir honte, qui sont des réactions tout à fait courantes. Enfin, on voulait vous parler de ce qu'on appelle les frontières floues. Ça aussi, ça peut vous aider à repérer des situations de sexisme. Donc nous, par frontières, on entend les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle, qui parfois tendent à être floues, notamment quand vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques sont proches de vous en âge. Donc je vais vous lire cette citation, elle illustre assez bien le phénomène. Le premier jour où je suis arrivée, j'ai trouvé que la frontière stagiaire était trop poreuse. Il nous a directement dit: «Dimanche, je vous invite à une pool party, trop hâte de voir qui va choper qui». Vous voyez l'ambiance. Donc à la fois il est cool, c'est un peu ton pote et en même temps ça brise directement le côté. Donc ça, c'est une étudiante de l'UM Lyon également qui nous a rapporté, ce témoignage. Donc vous pouvez faire face à une situation juridique et rien ne vous empêche d'ailleurs, d'avoir des relations, totalement cordiales et amicales avec vos collègues, hein, bien entendu, c'est pas de problème. Mais il faut savoir que cela peut favoriser des dérapages, comme vous pouvez l'imaginer. Donc il faut savoir que à l'aise, il y a une ambiguïté qui ne vous plaît pas, il faut vous protéger. Vous refusez de parler de votre vie privée, de répondre à des questions, que vous jugez trop personnelles avec vos collègues de travail si ça vous dérange. Ces points-là qu'on veut venir avec vous parce que ça peut vous aider à repérer des situations de
en êtes pas conscient. C'est quelque chose qu'on a pu remarquer avec les étudiants de notre école, où ils pouvaient nous raconter des citations, enfin des situations comme celle-ci, mais qui ne mettaient pas le mot, de sexisme parce qu'ils ne savaient pas qu'en fait, ça en était vraiment. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces petits outils en tête, lors de vos stages. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Agathe et on va s'intéresser plus précisément à ce qu'est être victime et à quelques outils également pour, vous protéger et en parler. Merci beaucoup. Du coup, ouais, une fois qu'on a donné justement des clés pour repérer les situations de sexisme, il faut savoir comment réagir quand on en est victime. Et en fait, ce qu'on a observé au cours de notre enquête au sein de la Lyon Business School, c'est que souvent les victimes passent par deux états psychologiques que sont la minimisation et la culpabilisation. En fait, euh, on passe par la minimisation et la culpabilisation parce qu'on cherche à expliquer l'inexplicable, à trouver des raisons à des actes souvent violents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de réagir quand on est victime. Chacun réagit à sa manière. Et ce qui compte, c'est vous. Donc, ce qui est arrivé, mais il faut savoir que ce n'est pas votre faute. Et à partir de ce moment-là, quand on sait que ce n'est pas notre faute, on se rend compte que la faute, elle incombe uniquement à l'agresseur. Donc, il faut absolument chercher en fait, à sortir de la minimisation et de la culpabilisation. Et pour en sortir, généralement, ce qu'il faut, c'est en parler autour de vous. Donc, c'est ce qui illustre cette citation. Je pense qu'il y a énormément de culpabilité et de remise en question. Tu te dis, bah oui, mais en même temps, j'ai rigolé à sa blague, etc. Et donc, il faut vraiment faire un travail de déculpabilisation et se dire non, c'est non. La question n'est pas de savoir si j'ai souri ou pas. Je peux être quelqu'un de sympathique, dynamique, qui rigole fort et ne pas être réceptive à tes avances. Donc, une fois qu'on a expliqué justement ce que c'est que la minimisation et la culpabilisation et pourquoi il est important d'en sortir, on voulait vous donner des clés très concrètes sur comment réagir. Donc, comment réagir il y a différentes manières en fonction de ce dont on est victime. Quand on doit faire face à un outrage sexiste, donc c'est ce qu'on vous a montré au début de la conférence, c'est le premier étage de la pyramide, on peut encore se dire qu'on va confronter, par exemple, l'agresseur à ce qu'il vient de vous dire. Donc, dans ces moments-là, comment est-ce qu'on réagit? Déjà, la première chose à faire, c'est bien respirer, c'est prendre une grande inspiration. Parce que généralement, en fait, quand on a à faire face à un outrage sexiste, on est directement choqué et on est incapable de réagir. Donc, soit on va surréagir, même si on ne peut pas dire qu'une victime surréagit. Soit on va directement se braquer, soit on va partir. Et donc, on va se dire après coup, ah mais mince, je ne l'ai pas confronté, j'aurais dû lui dire que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Donc, la première chose à faire, c'est respirer pour prendre le temps de construire sa réponse. Ensuite, on peut utiliser ce qu'on appelle la communication non verbale. Ça va être des gestes physiques, par exemple se reculer, froncer les sourcils pour montrer que ce qui vient d'être dit n'est pas normal. Ensuite, on va pouvoir demander à reformuler à la personne à l'origine de l'outrage sexiste. On va lui dire est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que tu peux reformuler ce que tu viens de dire? Et en fait, dans ces moments-là, la personne qui vous a fait l'outrage sexiste, quand elle va devoir se justifier, va devenir un peu ridicule parce qu'on va bien se rendre compte que ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est dire que ça vous met mal à l'aise. Donc, vous dites écoute, ce que tu viens de dire, ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je te demanderai de ne pas recommencer. Et enfin, et ça, c'est la meilleure des réponses, c'est rappeler à la loi. C'est dire ce dont est à l'origine, ça s'appelle un outrage sexiste. C'est interdit par la loi, c'est punissable par la loi, et donc je te demanderai de ne pas recommencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, quand on parle d'outrage sexiste, on parle aussi de blagues sexistes. Et donc la personne va vous dire bah, ça va, on n'a plus le droit de rigoler, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Dans ces cas-là, ce que vous pouvez répondre, c'est de toutes les manières, la loi ne dit pas si c'est drôle ou pas. Ce que tu as fait et ce que tu m'as dit, c'est un outrage sexiste, donc je te demande de ne pas recommencer, sinon je vais devoir aller en parler à la hiérarchie. Donc ça, c'est des clés concrètes pour réagir face à ce qu'on appelle un outrage sexiste. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est victime des étages supérieurs de la pyramide, c'est-à-dire de l'harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle, voire d'un viol? Alors, dans ces cas-là, il y a 3 choses à faire.
C'est le premier, en parler, le deuxième, se protéger, et le troisième, s'entourer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est victime d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol au travail, c'est des degrés beaucoup plus élevés que l'outrage sexiste, qui peuvent avoir un impact beaucoup plus accru sur votre vie personnelle et professionnelle. Donc dans ces cas-là, forcément, confronter l'agresseur directement n'est pas aisé, et généralement, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc la première chose à faire, c'est vous entourer et vous protéger. Donc en parler, à qui est-ce qu'on en parle? On en parle à qui on s'en sent, déjà pour commencer. Donc on en parle autour de soi, on en parle à ses proches. On peut en parler à sa hiérarchie ou à un référent au sein de l'entreprise. Et justement, de ce point de vue-là, il y a vraiment un travail à faire de la part des entreprises, un travail de communication, de justement dire aux employés ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, et de leur dire que si justement ils sont un jour victimes d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol, ils peuvent, ou même d'outrage sexiste, pardon, ils peuvent aller s'adresser à quelqu'un au sein des ressources humaines. Euh, voilà. Donc, une fois qu'on pense à en parler à sa hiérarchie ou un référent, quand on est en stage, on peut aussi s'adresser à son école. Par exemple, vous pouvez identifier s'il y a un ou une psychologue scolaire, un ou une référent dans le service, par exemple, carrière ou au sein du service des stages. Pareil que pour les entreprises, on estime qu'il y a aussi un travail à faire de la part de certaines écoles de ce point de vue-là, de communiquer auprès des étudiants, de dire voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui ne l'est pas, de sensibiliser, de former, et ensuite de dire aux étudiants si au cours de votre stage vous êtes victime de sexisme en entreprise, vous pouvez venir nous en parler et on pourra vous aider à vous protéger et à changer de stage, le cas échéant, parce que c'est ce qu'on vous avait montré au début de cette conférence, mais dans les chiffres qu'on a recueillis au sein de Lyon, seulement 5% des étudiants ont pensé aller en parler à l'école. Donc il y a vraiment un travail à faire de ce point de vue-là. Une fois qu'on décide, qu'on en a parlé autour de nous, ce qu'il faut faire aussi, c'est se protéger. Par exemple, quand vous êtes victime d'agression sexuelle ou de viol, si c'est dangereux comme situation, donc il faut absolument partir et vous protéger. Et après coup, une fois que vous en avez parlé, vous pouvez aussi décider de quitter votre stage. Souvent, on a peur de quitter son stage parce qu'on se dit qu'on ne va pas en trouver un autre, qu'on va se faire décommander, qu'on va se faire pourrir par l'entreprise, que l'école ne va pas nous croire, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certains étudiants qu'on a interrogés au cours de nos enquêtes et certains étudiants et étudiantes qui se sont confiés à nous au travers de notre compte Instagram ont décidé de changer de stage, et ça s'est souvent très bien passé. Ils ont trouvé un stage dans lequel ils étaient beaucoup plus épanouis et dans lesquels voilà, il n'y a pas eu de situation similaire. Et donc voilà. Une fois qu'on s'est protégé, il faut s'entourer. Par exemple, c'est ce que je disais donc, il y a peu de temps, mais c'est que quand on est victime de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol, ça a un impact souvent très fort sur votre vie personnelle et professionnelle. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire appel à des associations dédiées et à du personnel dédié. Par exemple, si vous souhaitez un soutien ou un suivi psychologique, vous pouvez faire appel à des associations dédiées, vous pouvez faire appel aux psychologues scolaires. De même, si vous souhaitez vous faire accompagner pour porter plainte. Il existe des associations qui peuvent vous aider dans ce processus-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en portant plainte, même si c'est long et souvent difficile, vous pouvez aussi faire changer les choses parce que l'agresseur sera puni et il sera empêché de recommencer. Bien sûr, on ne force pas les gens à porter plainte. Les victimes ne portent plainte que si elles s'en sentent. Donc ainsi, ce qu'on voulait vous partager, c'était des contacts utiles si justement vous êtes un jour victime de sexisme en entreprise. Donc il y a des contacts utiles dans votre école, comme j'ai déjà dit, aussi dans votre entreprise, et il existe aussi différentes associations qui peuvent vous aider dans le suivi psychologique et légal à mettre en place. Donc il y a des associations et aussi des avocats, avocates et personnels de santé dédiés. Donc là, on vous a donné un maximum de clés possibles pour justement réagir quand vous êtes victime de sexisme en entreprise. Mais comme on l'a déjà dit au début de cette conférence, il est très important aussi de savoir réagir et de réagir quand on est témoin de sexisme en entreprise. Et pour ça, je laisse la parole à Camille. Merci.
Donc rapidement, effectivement, je vais vous présenter quelques outils, pour les témoins. Donc, comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment crucial de venir en aide à une victime lorsque nous sommes témoins, car, c'est ce que disait Agathe tout à l'heure, mais en fait, ignorer une telle situation, c'est aussi se rendre un petit peu complice, en quelque sorte. Alors effectivement, on sait que ça peut sembler délicat de venir parler à une victime de la situation qu'elle a subie. Heu, on peut se dire que la victime, ne sera peut-être pas réceptive et ne voudra pas en parler et il faut bien sûr, respecter sa décision. Il ne faut surtout pas forcer une victime à en parler si elle n'en a pas envie. Mais dans tous les cas, il faut se dire que venir lui parler, ça sera forcément bénéfique. Pourtant, ça va être l'écoute, être dans l'écoute et dans la compréhension. Donc, vous pouvez voir sur l'écran, il y a quelques outils, quelques phrases qu'il est important de dire à une victime. C'est des phrases qui sont assez faciles à retenir, qui sont assez simples en fin de compte et qu'il est important d'avoir en tête parce que ça peut vraiment aider une victime, sincèrement. On peut voir que la victime va passer par plusieurs va déjà lui dire: «Je te crois». C'est une étape qui est vraiment très importante, dire à la victime qu'on la croit. Pour inverser la dévalorisation, ça va être de lui dire: «Tu as bien fait de m'en parler», si c'est elle qui est venue en parler, enfin qui vient nous en parler. Pour inverser la culpabilisation, lui dire que c'est lui ou elle le coupable. Pour inverser la peur, lui rappeler que la loi l'interdit et enfin pour inverser l'impunité, lui dire qu'on va l'aider. Donc voilà, comme je disais, c'est des phrases toutes simples, qu'on peut facilement retenir et qui sont essentielles à dire, à une victime. Donc voilà, on voulait vraiment souligner ces derniers points pour dire qu'en tant que témoin, il y a aussi des choses à faire et que même si ça semble délicat de réagir et d'aller en parler à une victime, ça reste quand même très, très important. Donc voilà pour, la petite, présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et si bah, déjà si vous voulez nous contacter ou nous faire part pardon, de vos témoignages, vous pouvez toujours nous envoyer, un mail ou bien nous contacter sur Instagram en message privé et voilà et donc si vous avez des questions ou des remarques sur ce qui a été dit, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre intervention à Camille et Agathe. Euh, Grâce à vous, on a maintenant plusieurs clés en main pour savoir quel type de situations sont acceptables et lesquelles ne le sont pas, comment aussi les nommer, les catégoriser, puisque c'est souvent un gros problème pour les étudiants et étudiantes. Euh, Surtout savoir comment réagir, ce qui n'est pas facile dans ce genre de situation. Euh, D'abord, une première question. Vous avez fait une enquête à l'EM Lyon sur les violences sexistes et sexuelles dans le cadre des stages. Maintenant, vous avez aussi un compte Instagram. Et maintenant, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous allez faire et quels sont vos objectifs? Agathe? Agathe, tu es en milieu. Ouais, c'est on Ah, voilà, c'est bon. Oui, en fait, j'avais le micro bloqué, je pouvais pas répondre. C'est bon. Ouais, donc bah, pour répondre à ta question, quand on a lancé le projet en janvier, on avait pour projet simplement de faire un recueil de témoignages. Et en fait, on a été suivi par une coach au début pour justement mettre ce recueil de témoignages en place à l'EM. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'on pouvait aller plus loin. Et ça, elle nous le disait souvent, en fait, avec tous les témoignages qu'on avait reçus de la part des étudiants de l'EM, tous les chiffres qu'on avait récoltés, on pouvait mettre en place, construire un manuel de sensibilisation qui donnerait déjà un début de clé pour repérer ces comportements-là, s'en protéger et en parler. Et puis ensuite, on a décidé, donc oui, en effet, de lancer le compte Instagram simplement pour faire la promotion de notre manuel auprès des étudiants de notre école. Et là, pareil, ça a pris une ampleur assez inattendue. On a commencé à recevoir des témoignages d'étudiants et étudiantes d'autres écoles, de d'autres secteurs. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que voilà, on répondait à un besoin et surtout que le phénomène était beaucoup plus comment dire, développé qu'on ne le pensait et qu'il y avait vraiment un sujet tabou autour de ça. Et de là sont nés plusieurs autres projets que sont la construction de formations
à dispenser aux étudiants et étudiantes avant qu'ils ne partent en stage. Donc justement, là, on a lancé aujourd'hui pour la petite pub une campagne de crowdfunding pour justement financer ces formations-là et pour pouvoir faire des formations par les étudiants et pour les étudiants, parce qu'à terme, le but, c'est qu'on soit nous-mêmes formateurs et qu'on forme aussi d'autres référents dans d'autres écoles pour qu'ils puissent mettre en place ces formations-là. Donc, en fait, au-delà de la libération de la parole, il y a vraiment la volonté de mettre en place des choses concrètes pour établir un changement structurel au sein des écoles. Donc, ça passe par les formations, ça passe par un suivi du stagiaire accru, et ça passe aussi, par exemple, par le fait d'intervenir directement dans les entreprises, donc à la source, pour sensibiliser les employés, les RH autour de ce sujet-là et de dire, bon, bah, voilà, maintenant, il faut communiquer autour de ce sujet, il faut apporter de l'aide aux stagiaires et aux alternants qui vont être victimes de sexisme en entreprise. Et Camille, je pense que tu peux peut-être un peu développer sur justement comment est-ce qu'on peut améliorer le suivi du stagiaire, en fait, concrètement, quoi. Quelles sont les choses à mettre en place? Parce que j'ai vu qu'il y avait une remarque dans le chat à ce Ouais. sujet-là, justement, sur les conventions de stage. Oui, tout Bah, à fait. L'audience se demande comment, deux choses, comment est-ce que ça se passe pour le stagiaire et peut-être que du coup, Camille, tu pourras répondre à cette question. Si concrètement, si on a un problème en stage, à qui doit-on signaler ce problème, à l'école ou à l'entreprise? ben, nous, ce qu'on conseille, c'est de signaler aux 2, donc de signaler, à sa hiérarchie et parallèlement de le signaler à l'école. Justement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les étudiants, ils ne le faisaient pas. Bah, déjà parce qu'ils osaient pas et parce que des fois, ils ne savaient même pas, s'il y avait quelque chose qui était mis en place au sein des écoles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut en parler au service des stages, au service carrière ou à la psychologue, mais jusqu'à maintenant, il y avait rien qui était fait vraiment pour ça, pour ce problème-là, qui était, les formes de discrimination que pouvait subir le stagiaire, y compris le sexisme. Et donc nous, à l'EM Lyon, il y a un dispositif qui a été, mis en place de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, donc durant la vie étudiante, mais aussi, lors des stages. Donc il y a une plateforme de signalement qui a été mise en ligne. Du coup, les stagiaires peuvent directement aller, signaler, ce qui leur est arrivé. Et puis, on est en train de travailler aussi main dans la main avec, l'administration de l'école pour mettre des choses en place qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui pour nous sont essentielles et qui aideraient justement l'étudiant à savoir ce qu'il faut faire quand ça lui arrive. Donc ça passe avant les stages, donc par la prévention, c'est ce que disait Agathe, donc avec des formations, avec aussi des conventions de stage qu'on pourrait, un petit peu modifier et rajouter par exemple un paragraphe, où le maître de stage va s'engager à ce que l'élève, ne soit pas victime de sexisme lors de son stage. Pendant le stage, l'école pourrait mettre en place un suivi pour, vérifier au milieu du stage que tout se passe bien, que ses missions sont conformes, à l'offre et qu'il n'a pas été victime d'une quelconque forme de discrimination. Et après aussi, parce qu'aujourd'hui, on sait que les maîtres de stage ont l'occasion de noter, l'élève, mais ça pourrait être intéressant aussi qu'au retour de stage, l'élève puisse noter son maître de stage ou son équipe et ainsi avoir l'occasion de dire s'il lui est arrivé quelque chose et dans ce cas-là, l'aider s'il le souhaite, l'accompagner pour, mettre en place, des sanctions, faire une enquête au sein de l'entreprise et puis l'accompagner, enfin le rediriger vers des cellules psychologiques qui sont spécialisées dans le recueil de la parole de ces problèmes-là. Donc il y a plein de choses à mettre en place qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais il y a quand même des choses, qui s'installent petit à petit, donc voilà. C'est déjà bien, bien encourageant et c'est beau de voir Exactement. autant de mobilisation sur ces sujets-là. Mmh. Et justement, on a une question très concrète. Où est-ce qu'on peut trouver votre manuel? Il est Euh, disponible. Alors, le manuel, il est en ligne. Il est disponible gratuitement. Il était jusqu'à aujourd'hui en bio de notre compte Instagram. Et en fait, on a mis le lien de notre campagne de crowdfunding. Donc, vous pouvez juste chercher sur Internet le petit manuel du sexisme en entreprise et comment le combattre. Et il est directement accessible. Et puis ensuite, on va bientôt le remettre aussi dans notre bio. Donc, voilà, il est consultable facilement. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, donc, pour l'audience, vous savez où les retrouver sur leur site internet ou sur leur compte Instagram Balance ton stage. Et merci beaucoup pour votre temps et pour toutes ces clés.